Bonjour Sébastien. Bonjour Léna. Alors dans cette vidéo, tu vas nous présenter ton parcours, ta vision du monde, ta vision du coup de la santé, enfin comment retrouver sa santé, Mhm, et la thérapie que tu proposes, donc qui est principalement, on va en reparler, basée sur la métathérapie et la respiration mhm, alchimique. mhm. Et comment toi tu te présentes? Alors, comment je me présente? Je suis donc praticien en respiration alchimique, en métathérapie. Je me dis pas comme thérapeute, parce que dans cette pratique, c'est pas tellement qu'on va soigner les gens, c'est plutôt une notion d'accompagner. D'accompagnateur, je me sens plus comme un accompagnateur, un guide intérieur qui va permettre à la personne de rentrer dans ses espaces intérieurs, dans ses mondes intérieurs, pour aller voir ce qu'il y a qui va pas, ce qu'il y a qui fait mal, ce qu'il y a qui est désaligné, ce qui est douloureux, ce qui est pas en place, et pour aller le transformer par le cœur, par l'amour, par l'acceptation, par la présence qu'on y met, de pouvoir transformer ces états pour continuer à avancer sur notre chemin d'évolution et laisser derrière ce qui nous bloque, ce qui nous limite, ce qui nous fait mal. Mhm. Euh, donc dans ton parcours personnel, Euh, quelle est ta vision du monde? Je sais que tu étais beaucoup intéressé par le yoga, que tu as beaucoup voyagé. Mhm. Hum, Alors effectivement, depuis assez jeune, comme ça, vers 14, 15 ans, 16 ans, je sentais que l'appel intérieur était très fort. J'ai l'impression que la plus grande partie de mon être était... je ressentais une partie de l'être beaucoup plus grande à l'intérieur. J'ai l'impression d'être une toute petite partie incarnée ici-bas dans ce monde. Donc je sentais vraiment comme un appel qui me tirait à l'intérieur. Et du coup, ça m'a fait plonger d'abord dans beaucoup de livres hum, sur l'ésotérisme, la spiritualité. Et très vite, je suis tombé sur les écrits de Sri Aurobindo qui m'a complètement parlé. C'est comme si jusque-là, je comprenais pas grand-chose à ce monde. Ça avait pas beaucoup de sens pour moi. Je me disais, si on est là pour travailler, pour gagner des sous, pour s'acheter des choses et pour mourir, ça a complètement aucun sens cette histoire-là. Donc j'étais un peu paumé dans ce monde à me dire, mais quel sens ça a tout ce bordel? Et puis, euh, et puis jusqu'au jour justement où je tombe sur ces écrits d'Aurobindo, où là, j'avais enfin l'impression de lire quelqu'un qui parlait vraiment français et qui parlait de choses essentielles, qui revenait à l'essence de la vie, à l'essence de l'être, à l'essence de la conscience, à cette capacité de l'être humain à évoluer à l'intérieur, à l'intérieur, grandir en conscience, grandir en amour, grandir en sagesse, se connecter à ce qui est plus vaste que nous et que toute la vie devenait un chemin d'évolution, d'éveil, de reconnexion, de croissance intérieure et hum. que bah, tout reprenait sa place. Et du coup, j'ai pu arrêter. J'ai beaucoup donc médité au départ selon son enseignement. C'est un Ça- enseignement hindou, c'est ça? oui, exactement. C'est vraiment son livre phare, moi, qui m'a guidé. C'était la synthèse des yogas. Sa synthèse des yogas qui revient à l'essence des yogas, l'essence psychologique donc des yogas, c'est pas, il parle jamais de position ou d'exercice ou de quoi que ce soit, c'est uniquement l'attitude intérieure face à l'absolu, face à l'éternel, face au divin, face à l'essence de la vie. Et, euh, et la manière de se positionner face à ça est d'ouvrir notre espace intérieur pour accueillir ce qui est plus grand, accueillir ce qui est plus vaste. En fait, l'homme, c'est un peu comme une coupe, hein, ce sacré Graal, cette quête du Graal qui en fait est un état intérieur de réceptivité, de perception. On peut recevoir si on se met disponible à ce qui est plus grand, ben on peut le recevoir à l'intérieur de soi, être instruit, être inspiré, euh, et surtout, la sève de la vie, c'est l'essence de la vie, c'est ce qui nous nourrit au-delà de la nourriture terrestre. Mhm. Et puis donc, voilà, après c'est vrai que je suis parti, j'ai pas mal voyagé, beaucoup en Asie d'abord,
Et, euh, et Asie, après Amérique du Sud. Et puis parallèlement, je travaillais comme graphiste, ça c'est mon métier de base. Et, et puis au fil des mois et des années, tant que j'étais dans cet enseignement de Robindo, c'est comme si les clés psychologiques qu'il donnait, c'est comme si dans mon esprit, les choses se repositionnaient, se remettaient à l'endroit, se remettaient juste. C'est comme s'il y avait quelque chose au fond de moi qui comprenait très bien ce qu'il voulait dire et qui replaçait cette structure intérieure de manière alignée avec justement ce qui est plus vaste, avec l'infini à l'intérieur de soi. Et donc tant que j'étais dans la vibration de son enseignement, ça se passait très bien. Et ça me donnait vraiment accès à des expériences intérieures très, très puissantes, magnifiques, vraiment qui me reconnectaient à l'essence de moi-même. Et puis après, ben, au fil des mois, des années qui ont suivi, gentiment, je savais plus comment il fallait faire. Je savais plus. Je, c'est comme si ces aliments qui s'étaient faits gentiment, ils se redéfaisaient. Et comme si ma vieille conscience d'avant commençait à reprendre le dessus. Et que je savais plus vraiment quelles étaient les clés pour se maintenir là. Et du coup, ça a commencé à tout s'écrouler jusqu'à que ça a fait l'effet inverse. Pendant quelques années, c'était l'impression de monter en fréquence, en unité, en cohérence, en expansion et tout. Et là, ça a commencé à faire l'inverse. C'était la chute dans mon ombre, dans mon obscurité, comme si tout ce qui était de l'ordre de l'ombre de la personnalité, des peurs, des souffrances, des choses non gérées, non résolues, qui avaient été expulsées très loin à la ronde, là c'est comme si tout revenait et m'ensevelissait et que je me rendais compte que j'avais pas d'outils pour gérer ça, quoi. Et l'impression, donc, du coup, de chuter dans l'ombre, de chuter dans la peur, dans l'effroi, dans la terreur. Ça durait des mois et des mois. L'impression d'être en chute libre en permanence. Physiquement, la sensation de tomber, quoi, tout le temps, tout le temps. Et j'avais l'impression que les, que les spirales ou les, la manière dont tourne l'énergie dans nos atomes, dans les spins d'énergie des atomes, ça tournait dans le mauvais sens. Et puis que du coup, du coup, je chutais tout le temps, quoi. Et puis c'est là Comme un que effondrement intérieur. ah, complètement, quoi. Un Mm. effondrement complet, une sensation d'exploser dans l'univers, exploser dans quelque chose de... Alors là, c'était l'inverse. Il n'y avait plus aucun centre, il n'y avait plus aucune cohérence, c'était limite la folie. Mm, mm, mm. Et puis, c'est là que j'ai entendu parler de Marie-Madeleine Alliot, qui était en Normandie à cette époque-là, qui avait cette pratique de métathérapie, qui s'appelait pas d'ailleurs encore à cette époque-là métathérapie, c'était vraiment sa pratique qu'elle a développée elle-même. Et c'était une amie de Paris d'ailleurs qui m'en a parlé. Et puis, puis donc je suis allé la voir. Le soir même, dans mes rêves, j'ai senti sa présence qui m'accompagnait à descendre dans mes mondes obscurs pour aller les voir. C'était les mondes de serpents d'ailleurs, je me rappelle de mon rêve. Et puis elle me dit, allez, on y va, on descend. Et puis on descend des serpents. Je dis, ah, c'est horrible. T'es là, on y va. Et puis, je me rappelle, je suis tombé dans les pommes, dans le rêve. Et puis après, je me suis réveillé, toujours dans le rêve, au bord de l'océan, où j'étais tout en paix, tout calme. Puis là, je me réveille vraiment physiquement. Et je me dis, waouh, ah, j'ai envie d'aller la rencontrer, la Marie-Madeleine. Donc, du coup, on est allé travailler avec elle, avec mon ami d'alors. Et puis, bah, c'était super, quoi. C'était vraiment ça tout le long. C'était rentrer dans les zones de souffrance, dans les zones de peur, dans les blocages intérieurs, dans tout ce qui fait mal, aller en pleine conscience dedans pour oser accueillir cela, oser ressentir pleinement tous ces espaces. Au lieu de fuir cette ombre, eh ben c'était oser la ressentir et oser l'aimer, oser lui apporter de la lumière, la baigner de lumière, la nourrir de lumière. Et en fait, cette ombre, ces peurs, ces douleurs, c'est finalement toujours des espaces de nous-mêmes qui sont en souffrance et qui sont restés bloqués, cristallisés
dans ces états de souffrance. Donc le fait de pouvoir les accueillir complètement, les aimer complètement, bah, c'est ces espaces qui, tout d'un coup, se sentent finalement écoutés, reconnus, acceptés tels qu'ils sont, aimés, qu'on leur dit c'est ok, tu as le droit de ressentir cette douleur, c'est ok, tout va bien. Et du coup, le truc, il commence à lâcher, il commence à s'ouvrir, et puis on peut y amener de plus en plus de présence et de lumière, et jusqu'à que le truc se transforme complètement. Oui, Et il a là, l'espace de se transformer alors qu'avant il l'avait pas. exactement, exactement, c'est ça. Avant, c'était une partie toute cristallisée et douloureuse dans le corps, et là, ça s'ouvre, ça se transforme, et ça devient un espace de liberté, de joie, de paix, d'amour. C'est vraiment dans les sensations physiques, dans le fond des tripes, que les transformations se font. Et comment Marie-Madeleine vous amène est-ce que c'est de la discussion? Est-ce que comment ça se passe? Alors, c'est une sorte de guidance intérieure. C'est-à-dire que elle va nous guider à rentrer dans notre ressenti, à rentrer dans les espaces qui font mal, et puis elle nous donne les clés comment faire, qui finalement sont très simples, hein. C'est oser ressentir cela, c'est respirer doucement dans ces espaces, c'est accueillir complètement ces espaces de souffrance, accepter de les ressentir intégralement, amener de la lumière dedans, aimer cela. Vraiment, c'est la clé finale, la cerise sur le gâteau, c'est aimer cela. Et du coup, ces espaces, ils s'ouvrent et ils lâchent et ils se transforment. Et la personne, par exemple Marie-Madeleine, vous demande aller un peu plus loin, qu'est-ce que vous voyez? Elle pose des questions et vous, vous êtes allongé et vous répondez en fait. Voilà, par exemple, peut être allongé, peut être assis. Effectivement, elle nous dit, bah voilà, qu'est-ce que tu sens maintenant? Voilà, tu sens telle douleur ici. Est-ce que tu peux aller dedans? Voilà, quand tu vas dedans, qu'est-ce que c'est? Quelle émotion il y a dedans? Ou quelle forme ça a? Ou quelle sensation physique ça a dans le corps? Puis on va identifier en fait très clairement la sensation physique, voir vraiment qu'est-ce que c'est comme sensation. Est-ce que c'est quelque chose qui nous oppresse, qui nous écrase, qui nous brûle, qui nous meurtrit? On va regarder ce que c'est, on va regarder la forme que c'est, la texture, la couleur, la matière, etc. Pour vraiment complètement identifier la sensation physique de la douleur psychologique, enfin de la douleur qu'elle a. Et rien que le fait de faire ça, déjà, ça simplifie les choses. Et déjà, ça, parce que ça devient plus, là où on est perdu dans des états de souffrance et tout, ben là, c'est plus qu'une sensation physique à quelque part dans le corps qui fait mal. Donc du coup, ça devient déjà plus simple de dire, ok, c'est là, donc après, elle va nous guider à accueillir cela, à accueillir cet espace, à oser le ressentir sans jugement, qu'il n'y a plus rien de bien, il n'y a plus rien de mal, il n'y a plus qu'une sensation qui est là. Alors des fois c'est des sensations agréables, des fois c'est des sensations désagréables, mais c'est qu'une sensation qui est là. Donc on porte plus le jugement, on accepte de la ressentir telle qu'elle est. Donc on va la ressentir et en la ressentant pleinement telle qu'elle est, bah, c'est comme si cet espace qui était cristallisé dans la douleur, bah, gentiment, il peut à nouveau respirer, il peut à nouveau vivre, et puis il s'ouvre, il se déploie, on va ressentir tout ce qui était dans cet espace, Mhm. et puis jusqu'à qu'il se libère et qu'il disparaisse. D'accord. Et cette mathéthérapie, pour quelqu'un qui vient consulter, en une séance, ça dure combien de temps à peu près, hein? Alors, une séance, c'est peut-être une heure et demie, deux heures. Mais c'est vrai que souvent, bon, déjà en une heure et demie, deux heures, souvent on boucle un premier cycle, Oui. mais souvent on peut partir facilement dedans pour une demi-journée, voire une journée complète. Ah oui, parce Ce- qu'on peut aller encore plus loin. Bah c'est ça, c'est qu'en fait ça ouvre des couches, qui ouvrent des... Parce qu'évidemment, il y a, tout est relié, tout est relié, on ouvre des espaces qui vont nous en faire toucher d'autres, qui vont nous ouvrir sur d'autres. Et puis, en plus, quand on travaille dans ces dimensions, dans ces des états d'être, Mhm. le temps, il passe comme ça. On a l'impression que ça fait un quart d'heure qu'on travaille, alors que ça fait une heure et demie qu'on travaille. Mhm. Donc, donc ça, vite, le temps, il s'expanse.
Mais bon, en règle générale, on commence par une session d'1 heure et demie, comme ça, 2 heures, puis après on regarde si on a envie d'aller plus loin. C'est vrai que la première fois que je suis allé travailler avec Marie-Madeleine, on est resté 3 jours chez elle. Et Mm. pendant 3 jours, bon, j'étais avec mon ami d'alors, mais pendant 3 jours, on a fait que bosser. Toute la journée, même le soir, même la nuit, on bossait, on s'arrêtait pas, quoi. Ah, mais ça a quelque chose d'extatique, en fait. C'est ça qui est assez génial quand on comprend le sens de la douleur, c'est qu'en fait, il y a un enseignement dedans. Il y a toujours un enseignement dedans. Il y a toujours un... C'est la porte vers quelque chose. Alors, parce que s'il y a quelque chose en nous qui a mal et qui souffre, c'est qu'en fait, c'est quelque chose qui s'est décalé de notre vérité intérieure, de notre essence intérieure. C'est comme si on est dans la pure essence de qui on est, complètement aligné avec la vérité de l'univers, la vérité de l'être, la vérité de Dieu, on est dans l'extase totale. Alors bon, c'est rare, hein, c'est assez rare qu'on soit là-dedans, mais des fois ça arrive. Mais pour dire que dans cette vérité, on est dans cet état d'extase. Après, bah, souvent on est un peu à la périphérie de ça, même pas mal à la périphérie de ça. Mais après, plus on va s'éloigner, donc ce qui veut dire plus on va vivre des états qui sont pas en accord ou qui sont pas cet état, parce cet état intérieur, bah forcément que c'est dans cette essence de l'être, de la vie, c'est pure sagesse, c'est pur amour, c'est pure bonté, Mm. c'est toutes les qualités de l'être à l'état le plus pur et infini. Est-ce Et qu'on peut rapprocher ça de l'enfant intérieur? oui, absolument. Je pense que quand on revient sur cette terre, on revient un peu avec C'est cette pureté cette d'être. énergie, exactement, Mm. exactement, qui est peut-être pas encore développée, toute manifestée, mais qui est là en essence. Et donc, plus on va expérimenter des états d'être entre guillemets négatifs, c'est-à-dire qui sont liés à la séparation d'avec les autres, d'avec le monde, et que ça va créer des peurs, ça va créer des haines, ça va créer des jalousies, ça va créer des amertumes, ça va créer des anxiétés, ça va créer tout le jeu des émotions, tout le jeu des pensées, des croyances, de tout ce qui se passe dans notre monde intérieur qui n'est plus la vérité de l'être, eh bien, tout cet agglomérat, et si on entretient de plus en Mm. plus des états, entre guillemets, négatifs, il n'y a rien de négatif parce que tout est là pour apprendre, mais plus on les entretient, plus ils vont se cristalliser, plus ils vont se densifier en nous, plus on va se sentir mal, Mm. plus le mal-être va s'installer, plus la douleur va s'installer, jusqu'à attirer des maladies, jusqu'à attirer des accidents, Mm. Mm. et qui sont en fait On va perdre le sens aussi des exa- choses, de la vie. Mm. exactement, c'est ça. En fait, ça nous montre, c'est une espèce de signal d'alarme qui nous dit, hé, là, tu es en train de t'éloigner de ta vérité intérieure. Donc, quand on plonge en conscience dans ces espaces de souffrance, eh ben, et qu'on les écoute, on arrive à comprendre l'enseignement, à comprendre la partie de nous qui s'est éloignée de notre vérité, et puis à y revenir. Comme Ça, si on récupérait une énergie qui nous éloignait de nous-mêmes, par exemple une mhm. peur, quelque chose comme ça, on va la rencontrer. Oui, Et du coup, elle se transforme et c'est plus du tout une énergie qui va nous tirer hors de nous. Enfin, comme si on exactement, récupérait du coup cette énergie. exactement. C'est complètement ça. Mm. Ces énergies qui sont cristallisées ou bloquées ou qui nous Mm. tirent en bas ou qui sont lourdes ou denses, et ben en allant y mettre toute cette présence, cette attention, cet amour, cette acceptation, et ben là où l'énergie est cristallisée, elle se libère et ça redevient une source d'énergie vivante. Donc ça nous reconstruit nos énergies. En fait, Mhm. on doit mettre beaucoup d'énergie à cristalliser tout ça. On perd beaucoup d'énergie Mm. dans tous ces espaces cristallisés. Donc chaque espace qu'on va relibérer, on récupère l'énergie qui était là. Donc on récupère en conscience, on récupère en amour, on récupère en joie, on récupère en paix, etc., Mm. etc. Ça fait beaucoup Mhm. penser dans le chamanisme à ce qu'on appelle recouvrement d'âme. Enfin, c'est... Oui, c'est le même principe. Ouais. C'est le même principe.
C'est ça, il y a toutes ces pratiques ont une manière d'aborder les choses sous des angles Mm, différents, mais finalement les principes de ce qui se passe dans l'être, c'est toujours la même chose. mm, mm. Et donc Pour voilà. aller Donc, encore plus loin dans l'enseignement de la métathérapie, mhm. qu'est-ce qu'elle vous enseignait aussi, Marie-Madeleine? Et aussi, la formation était assez longue. Combien de temps ça durait? Alors là, c'était 2 ans. Mhm, C'était 2 ans à raison d'un week-end par mois et puis mhm, 2 semaines d'été. Et bah, je dirais que c'était surtout ça la base du travail, faire face à ce qui est, rentrer dedans, travailler avec l'énergie du cœur, aimer ce qui est, laisser se transformer les choses. Donc ça, c'est vraiment la base du truc. Puis après, bah, après, on est dans le vivant, donc il peut se passer tout, et c'est vraiment, avant tout, c'est une reconnexion avec son être profond, on peut reconnecter avec nos vies passées, récupérer les mémoires, les potentiels du passé, surtout le potentiel ici de l'heure actuelle qui se réouvre. Enfin, on part dans un univers complètement magique et vivant de l'aide, de la conscience, de l'énergie, du corps. Et ce qui est très fort dans ce travail, c'est qu'on est toujours dans les sensations corporelles. oui. Donc, euh, donc tout ce qui est transformé, on le ressent dans le fond des tripes. Les choses sont vécues dans le fond des tripes, dans le fond des sensations. Donc c'est très concret. On n'est pas on va pas se balader et en même temps, on est tout le temps en train de se balader dans l'esprit, mais toujours très concrètement dans les sensations. Et donc il y a toujours cet ancrage très fort dans le corps. Mhm. Et après la métathérapie, tu as rencontré la respiration alchimique, c'est ça? Alors oui, pas tout de suite. Après la métathérapie, euh, gentiment à un moment donné, j'ai commencé à m'intéresser aux plantes sauvages. Je Mhm. me disais, c'est marrant, je connais pas tellement ce monde des plantes. Et puis, on est toujours nourri par les magasins et tout ça, mais en fait, il y a la nature qui est autour, il y a les forêts, il y a plein de plantes qui se mangent, et puis j'y connais rien. Et tu dois chercher une cohérence par rapport du coup au vivant et à l'environnement. Bah, c'est ça, c'est que forcément on redevient de plus en plus en contact avec sa nature intérieure, donc du coup on revient plus en contact avec la nature extérieure, on voit un peu de plus en plus le côté artificiel et construit de cette société, de ce système qui tourne autour de l'argent, du travail, des loisirs, enfin tout commence euh, euh, enfin, on voit le délire du truc de plus en plus, quoi. Et puis donc du coup, ça m'appelait à revenir à la nature, à revenir aux plantes. Donc j'ai appris pas mal les plantes sauvages, j'ai Mhm, commencé à les déguster. Je me suis rendu compte à quel point c'était une nourriture tellement intense, tellement vivante. C'est délicieux, c'est gratuit. Enfin, c'est vraiment une source d'aliments nutritifs extrêmement riche, extrêmement intense, parce qu'évidemment, les plantes sauvages, elles poussent où elles veulent, au rythme où elles veulent, comme elles veulent. Il n'y a rien qui les pousse, il n'y a rien qui les stimule, il n'y a aucun produit chimique, il n'y a rien du tout. Et donc tu allé les de- cueillir comme en montagne en Suisse. bien, c'est sûr que c'est un cas de privilégié, hein. C'est vraiment un cas. Là, j'ai qu'à sortir de chez moi, faire quelques centaines de mètres, je suis en pleine forêt. Donc c'est sûr. Mais pour dire bon que c'est là, que c'est autour de nous. Mm, Et puis donc j'ai mangé de plus en plus ces plantes sauvages. Puis à un moment donné, je me voyais préparer des plantes, mais pour un travail sacré, pour un travail en conscience. Et puis j'y connaissais rien du tout, alors je ne sais pas trop ce que c'était. Puis assez rapidement, j'ai entendu parler d'Ananda, qui est un jeune maître norvégien, Ananda Bosman, qui faisait un séminaire sur le soma et l'ormus. Alors, je savais pas trop ce que c'était, mais vu que je voyais que c'était avec des plantes et que c'était un travail en conscience, je me disais, bon, allez, j'y vais, j'essaye, on verra bien. Et puis donc, je suis allé à son stage, et alors il nous a appris à faire du soma, qui est un analogue de l'ayahuasca. En fait, le soma, littéralement, ça vient du Rig Veda d'Inde, qui étaient ces vieux textes sacrés qui parlaient de ce soma comme étant de l'élixir des dieux, le nectar sacré des dieux. Et il parlait
d'une substance qui soit pouvait être induite par le corps, créée par le Mhm. corps, soit qu'on pouvait retrouver dans la nature. Donc on parle de la DMT, c'est ça? Exactement, exactement, Mm. c'est ça. Et puis, elle est créée par la glande pinéale soit en état d'union spirituelle, soit dans des états extrêmement intenses lors d'un accident, lors de l'accouchement, ou Avant la mort aussi, juste hein. avant la Mm. mort, exactement. Il y a ces moments très intenses où tout d'un coup la glande pinéale crée tout ce DMT, puis c'est ça qui fait l'émergence de toutes les visions, les compréhensions, là, quand on voit sa vie en une seconde, toute cette intensification de la vie psychologique, c'est On se grâce sent connecté à tout. exactement Mm. dans le meilleur état, c'est dans cette unité spirituelle avec le tout. Euh, donc ça, c'est vraiment cette DMT qui est créée naturellement par le corps, mais justement dans des états assez rares et assez difficilement accessibles. Je crois De- que certains moines tibétains, enfin voilà, avec des états de méditation très très forts, on peut générer soi-même cette DMT Bien sûr, aussi. exactement, bien sûr. Sans être dans des cas extrêmes, mais on peut la provoquer. Mais bien entendu, absolument. Les moines, les yogis, Oui. toutes les pratiques spirituelles assez intenses et puissantes qui permettent justement de rentrer dans des états d'universalité, dans l'essence de l'être, eh bien, font émerger ce DMT de la glande pinéale. Et c'est vraiment la substance de la conscience, la substance du spirituel Mhm. dans le corps. La Et molécule de l'esprit aussi, hein, voilà, on pourrait exactement, dire. on pourrait dire la molécule de Mm. l'esprit, exactement. Et puis, bah, la nature a très bien fait les choses, hein, comme toujours, comme d'habitude. C'est qu'elle a placé aussi cette molécule dans des plantes de la nature. Ce qui permet de réveiller ces fonctions et d'accélérer cet apprentissage et ce développement de l'esprit, simplement. Donc, il nous a appris à faire ce soma. C'était passionnant du coup. Et j'ai testé une ou deux fois seul. Alors, il nous a vraiment appris à l'utiliser à dose homéopathique, hein. C'était Mm. vraiment une goutte ou deux gouttes dans un verre d'eau. Il nous disait que ça s'utilisait aussi de manière chamanique, mais qu'il nous déconseillait parce que il fallait avoir une certaine expérience. Oui, et puis il faut que ce soit dans un cadre ritualisé, avec Exactement, un chaman ou un maître spirituel qui est là pour mettre un exactement. cadre sécurisant. Exactement. Mm. Donc voilà, quand je suis rentré chez moi, j'ai continué à faire pas mal de recherches là-dessus, voir ce que c'était exactement et tout. Et puis, alors évidemment, à le prendre à dose homéopathique pendant quelques temps. Vite, ça m'a un peu saoulé parce que je sentais rien du tout. Je me suis dit, bon, je vais tester de C'est à quelle manière. heure que je me transforme? Je me suis dit, je vais essayer de manière chamanique, je crois. Alors, au début, je prenais un tout petit peu, juste pour voir ce qui se passait dans mon corps, comment l'accepter mon corps. Puis tout de suite, j'avais eu la sensation que mon corps, il connaissait très bien ce, Cet état. cet état, ce produit, ce que ça crée dans le corps. Il y avait un truc qui le reconnaissait tout de suite, quoi. Ça faisait cette vibration. Alors, c'était encore très 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 léger, mais c'était déjà un petit peu ça. Mm. Et puis du coup, plusieurs fois j'ai essayé, chaque fois en prenant un petit peu plus, vraiment en allant tout tranquillement, tout doucement, en ressentant. Puis chaque fois, je me faisais des méditations. Je me faisais des méditations avec ça. Et puis très vite, je me suis dit, waouh, c'est un outil extraordinaire. Il faut que je trouve des maîtres pour apprendre à utiliser ça. C'était comme si ça donnait un turbo à la méditation, comme une intensification, une amplification de tout ce qui se passe à l'intérieur. Et Mhm. je me suis dit, ouais, faut que je trouve des gens pour apprendre. Et puis là, plusieurs amis de différents horizons qui ne se connaissaient pas du tout m'ont parlé de Emma, une chamane française qui faisait des cérémonies à l'ayahuasca avec cette plante sacrée du Pérou, euh, de la forêt Forêt amazonienne. d'Amazonie, Mm. exactement, qui est une liane. Et une liane et un autre arbre qui sont cuits, mixés. Et en fait, c'est une plante sacrée qui permet d'intensifier les ressentis intérieurs. Et donc, le soma qui nous avait appris, ça contient les mêmes alcaloïdes, les mêmes principes Mhm. actifs que l'ayahuasca. Donc je suppose qu'on c'est interdit d'utilisation déjà en France.
Alors, en France, très probablement. En Suisse, c'était un peu en zone grise. Je crois que c'est toujours plus ou moins en zone grise, Mm. où il n'y a pas vrai... Le DMT est légiféré. Le DMT est clairement interdit. Donc, Mhm. le DMT, quand il est synthétisé en tant que produit pur, il est interdit. Mais par contre, dans la plante, il y en a à dose très très légère, Mm. finalement, hein, dans la plante. Et puis, je crois que c'est un peu en zone grise. Quoi qu'il en soit, du coup, c'est plus aller travailler au Pérou avec les chamans. Ouais. Mais en tout cas, j'ai commencé à travailler avec Emma, une personne vraiment magnifique, formidable. Et puis, à la première cérémonie, alors j'ai vu ce que c'était de bosser avec une chamane comparé à mes petites méditations à la maison, où ça avait rien à voir. Alors, elle nous emmenait. Et un travail d'une force et d'une précision, un nettoyage intérieur. Et j'étais là, waouh! Incroyable, quoi. Magnifique, magnifique travail. Et donc, du coup, j'ai travaillé tout un certain temps avec elle. Et puis après, elle organisait chaque année un voyage au Pérou pour aller travailler avec ses maîtres, avec ses Ouais. chamans à elle. Donc là, je me suis dit, waouh, c'est l'occasion. Ça faisait longtemps que j'avais envie d'aller, ça faisait longtemps que je le ressentais, que j'avais un truc qui m'appelait là-bas. Mais vu que je connaissais rien ni personne jusque-là, j'attendais quoi. Alors là, je me suis dit, voilà, là, c'est l'occasion, c'est ce que je voulais. Et, euh, donc on est parti là-bas. Tu veux qu'on fasse une petite pause? Non, non, c'est bon, au niveau des piles, on est bon. D'accord, d'accord. Donc on est parti là-bas. Et c'était magnifique. C'était vraiment magnifique. On a travaillé avec plusieurs de ces chamans. Ils ont vu que ça faisait 25 ans qu'elle y allait. Déjà, elle était, malheureusement, elle est décédée là. Elle était très très forte. Alors, ces chamans, ils étaient aussi très 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 forts. Et puis, on a travaillé avec différents chamans. C'était très riche, très intense. Et après, le groupe est rentré, moi je suis resté, je me suis baladé un peu par là-bas. Puis à un moment donné, j'ai rencontré un vieux chaman, je me suis dit, ah, tiens, avec lui, j'ai envie d'apprendre. Et puis, je suis resté un peu avec lui. Euh, on a fait tout un petit bout de parcours comme ça ensemble. On a travaillé quelques années. C'était très, très, très enrichissant. Vraiment, ouais, il m'a montré tellement de choses. C'est, ces vieux peuples de la Terre ont encore une connaissance de l'être humain, de l'esprit, de la conscience qu'on a plus aucune idée, qu'on a complètement perdu. En fait, c'est marrant, on vit dans deux paradigmes différents. Dans notre paradigme occidental, on a l'impression que notre civilisation est au sommet de l'évolution. On a l'impression que ça a monté, 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 puis qu'on a atteint un certain sommet, puis qu'on est tout en haut de l'évolution. Dans ces vieux peuples de la Terre, qui ont un niveau d'esprit et de spiritualité incomparable par rapport au nôtre, ils savent très bien qu'en fait on a une dégénérescence de l'homme premier. Et que les êtres humains, il y a très 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 longtemps, alors bon, il y a sûrement eu des Mhm. phases, des hauts et des bas, hein, mais d'une manière générale, à chaque génération, on perd un peu de la connaissance. Et on perd un peu de ce savoir et de ses accès. Même les Égyptiens, dans leur temple, ils avaient mis qu'ils étaient que les descendants dégénérés de l'homme premier, qui était encore beaucoup, beaucoup, beaucoup plus évolué qu'eux. Et, euh, et donc, ça me fait penser Stanislas Grof qui avait travaillé avec les chamans au Pérou. Il disait au niveau de la connaissance psychologique, ils ont 2000 ans d'avance. Alors que Stanlov, c'est un psychiatre, médecin tchèque, je crois. Donc C'est voilà, c'est pas possible. n'importe Mhm. qui. Ah oui, 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 non, c'est pas n'importe qui. Donc vraiment, ouais, ils ont un bon niveau. Après, c'est aussi dans certains domaines. Oui, Dans oui. d'autres domaines, c'est sûr qu'en tant qu'être humain, et nous tous, bah, il y a des choses qu'on a développées, il y a des choses qu'on a moins développées. Donc il se peut que dans une dimension, dans un aspect, je sais pas, dans le travail ou C'est ce que je dis dans une de- efficacité de construction de Exa- projet, Exactement, vous êtes plus exactement. efficace. Quelqu'un peut être très fort et puis quelqu'un d'autre peut être complètement nul. Donc Mm. il y a des espaces comme ça où ils sont très très forts et puis il y a d'autres espaces
où nous, en tant qu'occidentaux, très mentaux et tout, excellents, et puis alors, eux, c'est pas du tout leur domaine. Alors ils comprennent plus rien du tout, quoi. Donc vraiment, chacun a développé des... Mais à quel point c'est ça la richesse de l'humanité aussi. Chaque race, chaque couleur de l'être humain a développé des aspects. On dirait peut-être pas le mot race, mais Bah oui, évolution de c'est- l'humanité, enfin pas évolution, mais chaque facette voilà. de l'humanité. Parce que finalement, de toute façon, l'être humain, c'est une entité, l'être humain universel avec toutes ses couleurs et ses facettes. Et je pense qu'il y a un point où on reviendra à cette conscience de groupe, Mm. de l'unité globale, et que ça sera le temps des cadeaux. Où chacun va pouvoir faire Oh, ça me touche hein, avec d'en parler. Chacun va pouvoir faire le cadeau de ce qu'il a développé Mm, aux mm, autres et que qu'on va pouvoir donner, se donner et s'offrir mutuellement toutes les qualités d'être, d'énergie, de conscience, d'esprit qu'on a développées, qu'on va pouvoir se les partager et se les offrir. Et là, l'être humain, l'humain universel va augmenter très vite et très fort. Et, oh, ça me touche. c'est ça. Et donc voilà, donc j'ai travaillé quelques années comme ça avec ces chamans, puis c'est après que j'ai rencontré le breathwork, le travail avec la respiration. C'était à Bali, complètement par hasard, dans un centre de yoga où il y a plein de pratiques yogiques, énergétiques, tout ça. Puis à un moment donné, il y a cette session d'Alchemy of Breath. Je ne sais pas du tout ce que c'était. Puis c'était 2 jours avant qu'on reparte de Bali. Et puis je me suis dit, bon, bah, je vais essayer, ça me parle, ça me résonne bien. Et puis je suis allé faire cette session. Et c'était génial. Alors, raconte. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment t'as Alors découvert donc c'est une respiration très intensive qui fait qu'on augmente le niveau d'énergie du corps, on augmente le niveau d'intensité du corps et tout devient plus fort. Et puis en cela, bah, du coup, ça ressemble vachement aux cérémonies d'ayahuasca. C'est un peu le même principe. C'est-à-dire que dans les deux, c'est comme si le volume des ressentis intérieurs, on l'augmente, on l'augmente, on l'augmente, on l'augmente, on l'augmente, puis on le rend plus puissant que notre mental et que notre contrôle quotidien. Et donc, ce qui nous permet de rentrer dedans et d'avoir accès à ce qu'on vit en profondeur d'une manière beaucoup plus forte, beaucoup plus intense. Et donc, c'était apocalyptique, c'était super fort. Il y a plein de choses qui se sont résolues, plein de choses qui étaient laissées en suspens depuis pas mal de mois, plein de choses qui étaient un peu, ouais, qui n'étaient pas résolues là. Il y a plein de trucs c'est qui des sont. choses qui ont émergé, des C'est ça. images, des compréhensions. C'est ça. Et des choses dans le corps qui étaient bloquées, et dans l'esprit qui était resté en latence, qui n'était pas digéré, et que là, tout a réémergé, tout a explosé, tout est sorti. Et puis après, je te waouh, nickel, nettoyé, quoi. Et pendant la session, justement, quand ça devenait très fort comme ça, j'étais là, waouh, oh l'univers, j'ai envie d'apprendre ça, c'est trop cool. Vous étiez comment? Vous étiez tous. Il y avait beaucoup de gens, vous étiez allongés au sol. Alors, ouais, là, dans les sessions d'Anthony, il y avait bien 30-40 personnes, quoi. Et Et tout le monde qui respirait fort, et après voilà, tous c'est dans ça. des états très forts. C'est ça, c'est ça. Tout le monde qui respire assez. Alors, c'est assez l'apocalypse, hein, à un à un certain moment donné dans la salle, parce que tout le monde rentre dans ces trucs et laisse sortir ce qui est bloqué, ce qui est figé, ce qui est Il y a des cristallisé. gens Donc, qui pleurent, c'est ça? ah voilà, ça peut arriver, il y a des gens qui pleurent, ça peut arriver qu'il y ait des gens qui crient, tout dépend de ce qu'on vit en fait. Des fois ça peut être tout calme, tout doux, et puis des fois ça peut être extrêmement fort, extrêmement intense. Tout est possible. Mm. Mais en tout cas, ce qui était intéressant, c'est que du coup, ça me rappelait les mêmes fonctions, les mêmes qualités que ce que j'aimais dans le travail avec l'AIA. Mais il n'y avait pas besoin de boire cette Aya. Parce qu'il faut dire que cette ayahuasca ou le soma, hein, Mm, c'est mm, très mm. similaire au goût, à la substance, bah, c'est complètement, totalement imbuvable. C'est hyper amer. Et puis quand on le boit, on est à moitié malade, on est à moitié mal. Et c'est ça qui permet le travail, justement, parce que ça va réveiller toutes ces parts d'ombre, tous les parts qui sont pas super clean, super alignés. Ça va les réveiller pour les permettre
les nettoyer, les transformer. Et puis, bah, avec la respiration, c'est similaire, mais il n'y a pas besoin de boire ça. C'est beaucoup plus court, évidemment, ça dure 1, 2 heures, alors que Mhm. là, c'est toute la nuit. C'est plus doux quand même. L'ayahuasca, c'est vrai que selon le chaman avec qui on travaille, ça peut être très, 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 très intense. La respiration aussi, ça peut être très, très intense. De toute façon, c'est le genre de truc où tout peut se passer et son contraire aussi. Vous faites une cérémonie un jour, ça peut être extrêmement fort. Le jour d'après, vous sentez presque rien. C'est des tout petites choses qui s'ajoutent. Enfin, on peut pas faire de règle générale. C'est le genre de truc, faut avoir aucune attente Ouais. parce qu'autrement ça marche pas Et quoi. du coup, ce jour-là à Bali, tu t'es dit, j'ai envie d'apprendre cet outil. Exactement, exactement. Sur le moment, j'étais là, waouh, l'univers, j'ai envie d'apprendre ça, quoi. Puis on finit la session, puis à la fin de la session, Anthony dit, alors demain, je commence une formation. Ce sera la première fois que je vais former des gens, ce sera la première volée d'étudiants. Ah, j'y suis, je viens. Du coup, j'ai annulé mon billet d'avion, et puis je suis resté, j'ai débuté sa formation, et puis voilà, c'était parti pour une grande aventure. Et il nous a coachés, il nous a soutenus. Après, on a travaillé un certain temps là-bas. Puis après, tout le monde, il y avait des gens du monde entier, évidemment. On est tous repartis aux quatre coins du monde. Et Mhm. puis, on se voyait une fois par semaine par Skype, Ouais. une matinée par semaine, où il continuait à nous faire des work, où il nous poussait vraiment à commencer à travailler avec des gens, à accompagner des gens. Alors, dans le groupe, tout le monde avait été déjà plus ou moins thérapeute ou avait déjà un bon bagage Mhm. énergétique, donc ce qui fait que tout le monde pouvait rentrer dans le travail directement très facilement. Oui. Donc il nous soutenait, il nous, il nous guidait, il nous donnait des conseils. Et puis pendant une année, comme ça, on a travaillé. Puis après l'hiver d'après, on s'est retrouvé tout le monde à Bali. On a Ouais. retravaillé ensemble quelques temps pour finaliser tout ça et puis qui nous lâche du haut de la falaise, qu'on prenne notre envol. Ouais. Et puis ouais, c'était magnifique, quoi. Magnifique. Et du coup, ici, bah, j'ai commencé de plus en plus à pratiquer, à établir ma pratique. J'ai repris un nom français. Mhm. Donc, l'école de base Anthony Dunkley, c'est Alchemy of Breath. Et puis ici, je me suis dit, bon, vu qu'on parle français, je vais reprendre un nom français. Donc, je l'ai traduit par la respiration alchimique. Et puis, euh, et puis voilà, donc j'ai commencé à travailler là. C'était un peu comme la pièce du puzzle manquante par rapport à toutes les pratiques que j'avais jusque-là, où, euh, où j'avais plein de choses, mais je ne me lançais pas encore vraiment dans ce travail-là. J'étais plus dans mon travail artistique, graphique, photographique. Je fais aussi beaucoup de photos. Et puis ça, c'était un peu un à côté, un peu surtout mon travail personnel, pas mal avec les amis. Il y a pas mal d'amis qui sont un peu dans la même démarche, donc on travaillait souvent ensemble. Mhm. Mais je ne m'étais pas vraiment lancé. Tandis qu'avec cette respiration alchimique, bah, du coup, c'était un peu la pièce du puzzle où tous les autres prenaient leur place, prenaient leur sens. Et qui m'a vraiment permis de commencer à travailler avec des groupes. Mm. En plus, Euh, c'est légal, contrairement Exactement, en plus, l'ayahuasca, sûrement, exactement, etc. qui est un peu limite quand même, Mm. quoi. Même s'il y a vraiment une distinction à faire entre les drogues de notre culture et ces plantes sacrées de là-bas. C'est radicalement l'inverse, en fait. Quand on connaît pas, on se dit c'est tout des drogues, quoi. Et puis, ouais, on voit pas la différence. Mais en fait, c'est radicalement l'inverse dans le sens que les drogues d'ici, ça sera plutôt quelque chose de récréatif, ça sera plutôt quelque chose pour fuir la Mm. réalité, Sortir de soi. sortir de soi, et puis faire qu'on se sent bien. On va prendre des drogues ici pour se sentir bien, ou en tout cas pour se sentir moins mal. Avoir Pour... l'illusion de se sentir bien. Exactement. Alors bon, il y en a qui peuvent être probablement super, je sais pas comment on dit, mais enfin, que ça fait, Euphorisant. voilà, exactement, euphorisante, etc. Et puis, alors le truc, c'est que justement, ces drogues, ça te fait qu'on se sent bien sur le moment, puis après, quand l'effet s'arrête, on redescend, puis après, on se sent mal, puis on a envie de recommencer. Donc, ça crée cette addiction à la substance. Les plantes de là-bas,
C'est exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'on prend ce truc-là, c'est dégueulasse, on se sent hyper mal, on est à moitié malade, on est couché par terre, tordu en deux, on vomit tripes et boyaux dans sa bassine, parce qu'en fait la plante va nous plonger dans nos enfers, dans les choses irrésolues, dans tout le magma de nos peurs et de nos souffrances, pour aller nettoyer, travailler ça, libérer tout ça. Mm. Et quand ça finit, ben on remonte, on se sent super bien, on se sent libéré, on se sent dégagé. Tout a C'est l'air simple aussi. exactement ça, Laïa simple. nous emmène dans du multidimensionnel, enfin, Mhm, c'est très complexe. mhm. Et quand on revient au réel tout simple, on fait ah, mais c'est facile en fait. Absolument, Mm. absolument. Et puis du coup, bah, quand on a fini, on se sent super bien. Et puis on n'a pas forcément du tout envie de recommencer, quoi. Il n'y a aucun besoin, il n'y a aucun manque, il y a aucune... Au contraire, Mm. quand il faut y retourner, bah, on sait que c'est pour aller bosser, et puis qu'on va nous en chier un bon coup, mais que c'est pour... Ananda, il disait justement que les plantes sacrées, donc ce qu'on appelle plantes hallucinogènes, mais ces plantes sacrées ont été laissées sur la Terre par des humanités beaucoup plus avancées que nous, et que c'était leur technologie de la conscience, une technologie qui était intégrée dans le vivant, dans le biologique, et que cette technologie de la conscience extrêmement avancée, ils avaient fait exprès de la laisser là sur Terre pour nous permettre d'avancer plus vite dans notre évolution, pour comprendre plus vite qui on est, qu'est-ce que l'univers, quel est notre rôle dans l'univers, etc. Et je trouvais très beau Ouais, comme vision de la chose. Après, que ce soit des humanités plus avancées ou c'est l'univers ou symbolique, Dieu, voilà. exactement, Mm. peu importe. Mais ce qui est évident, c'est que la nature, l'univers, nous a mis à disposition tout ce dont on a besoin pour se construire des habits, pour se nourrir, pour se soigner et pour s'éveiller. À tous les niveaux, il y a tout ce qui a besoin à l'extérieur pour prendre soin de nous et pour avancer dans notre chemin évolutif. Et, mais bon, à part ça, c'est quand même une voie très spéciale, très particulière, où il faut vraiment sentir l'appel. Je dirais que c'est vraiment ce monde d'esprit des plantes, à un moment donné, peut nous appeler pour faire certaines expériences, pour apprendre, pour comprendre certaines choses. Et puis que moi, du coup, par exemple, quand j'ai commencé avec cette respiration alchimique, après, j'ai complètement arrêté de travailler avec les plantes. Et je pense que c'est bien aussi. Il y a des moments que ça aide, il y a des moments que c'est bien c'est quand même un peu, c'est comme des béquilles un peu. Mhm. C'est comme des béquilles qui permettent d'apprendre à se tenir debout, d'apprendre à y voir plus clair, d'apprendre à avoir d'autres points de vue, de rendre plus relax les voiles qui nous séparent justement de toutes ces autres dimensions et donc de pouvoir passer plus facilement d'une dimension à l'autre. Mais après, finalement, on doit surtout apprendre à être présent, à être sincère, à être juste, à être aimant, et que c'est ça qu'on doit apprendre. C'est les qualités de l'être au fond de nous. C'est ça qu'on développe. Donc la plante, elle intensifie de temps en temps. Moi, j'avais vraiment l'impression d'aller à l'université de la vie quand on faisait des cérémonies. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a un tel niveau d'information, de compréhension, de connexion qui se font que c'est comme si on apprend en une nuit, on apprend comme en 10 ans de notre vie normale. Et puis ben, après, ça vaut la peine d'intégrer tout ça, de prendre le temps d'intégrer, puis que c'est vraiment par la méditation, par la présence, par le développement de l'humanité, et de nos qualités au fond de nous, que c'est là qu'on avance vraiment, c'est là que ça se passe. Oui. Mais quoi qu'il en soit, tout ça m'a conduit là, justement, à cette respiration, et puis avoir voilà, la richesse de cet outil, l'intensité de cet outil, l'impact de cet outil. Il y a beaucoup de monde qui disent pour eux que c'est vraiment le plus puissant, la respiration. Alors, ayant connu l'ayahuasca, je peux dire que l'ayahuasca, c'est peut-être encore un petit niveau supérieur. Mais c'est un peu le même mode Bah, c'est comme si la respiration, on était avec soi-même. Et le grand tout, qu'avec l'ayahuasca, on a quand même
Après, ça dépend des croyances, mais on va dire dans ma croyance, il y a l'esprit de la plante qui vient aussi nous enseigner. Absolument, absolument. Puis l'esprit du chaman aussi, qui est Oui. très Mm, important, ouais, qui amène beaucoup à la cérémonie. Donc absolument, mm, il y a quelque chose où on est plus conduit comme des enfants, j'ai envie de mm, dire, et on est plus pris par la main comme des enfants. Et avec la respiration, on est plus autonomisé, mm, on est plus responsabilisé, dans le sens que voilà, c'est plus soi-même qu'on va faire le travail. Et moi, dans ma manière de pratiquer, d'accompagner, de former, c'est vraiment de donner les outils aux gens pour qu'ils comprennent comment faire le travail en eux, à l'intérieur d'eux. Et qu'il n'y a personne qui va agir pour eux. Il n'y a pas un chaman qui va les soigner, il mm. n'y a pas un guérisseur qui va les soigner, mais ils vont apprendre à utiliser leur propre capacité d'auto-guérison, à laisser émerger leur propre sagesse intérieure par cet accueil, par cet amour, par cette amplitude qu'ils vont pouvoir donner à tout ce qui vivent, à tout ce qui font face. Et c'est vraiment des clés qui après nous servent dans toute la vie quotidienne. C'est exactement ce que je pensais. C'est ça quoi. Parce que pendant une session de respire, bah, tout est plus intense et plus fort. Donc Mm. on... On est obligé. Ouais, on est obligé, pour arriver à gérer le truc, on est obligé de bien comprendre les bases. Et puis après, bah, plus on les comprend, plus on les pratique, plus c'est dans tout le quotidien que ça se fait, que ça se pose, ça se met en place. Mhm, Et c'est marrant parce que quand tu disais il faut se sentir appelé ou par les plantes ou par mhm. c'est c'est même plus vaste que ça, c'est se sentir appelé par l'envie de commencer un cheminement, on peut dire spirituel ou d'éveil ou Oh, bien sûr, ouais. et euh, Mhm. et la respiration du coup c'est un outil qui peut être utilisé avec ou sans croyance, mais c'est un état qui mène bah, jusqu'au fond de soi et en fait jusqu'au tout. Mhm. On peut Mhm. dire que c'est une voie qui peut mener du coup vers une voie de transformation intérieure profonde. Ah, bien sûr, bien sûr. Il y a régulièrement des gens qui vivent des états de transcendance profonds à travers les sessions. Alors après, ça, tout dépend ce qu'on cherche. Mm, Tout dépend qui on est, quelles sont nos intentions de fond, ce qu'on cherche dans la vie, là où on va orienter notre attention. Voilà. Là où on oriente notre regard, là où on a notre aspiration. Parce qu'en fait, là où on oriente notre attention, eh ben, ça va nous diriger dans cette direction. Donc forcément, que plus on est dans une démarche spirituelle, dans un appel spirituel, dans une, une que nos énergies sont dirigées vers ces dimensions-là, et ben pendant une respire, ça va intensifier ce mm, qui est là, donc ça va aller dans ce sens-là. Mais après, vraiment, ça va. euh, c'est ça que j'adore, c'est il y a rien qui est induit. mm. Il n'y a pas besoin de croire à rien, il n'y a pas besoin d'imaginer rien, il n'y a pas besoin de, je ne vais jamais rien induire dans une session. Au contraire, je vais dire aux gens, écoutez-vous, ressentez ce qui se passe à l'intérieur de vous. Respirez, laissez émerger les choses, laissez s'intensifier les choses et regardez ce qui est là, regardez ce qui est là à l'intérieur de vous. Donc chacun plonge dans son monde à lui et découvre son monde à lui. Et après, bah, c'est vraiment ça. Plus il y a de présence, de concentration, de, d'attention à ce qui est, de capacité de rentrer dans ce qui est, plus on va pouvoir rentrer dedans. Cette pratique en même temps est extrêmement simple et en même temps assez subtile quand même. Il y a plein de choses où on peut passer à côté. Et puis en même temps, bah, c'est pas compliqué d'être dedans. Mais En il fait, il y a faut, nulle part où aller aussi. ouais. Bah si on part de notre tête. Mm. Si on part dans nos pensées, si on commence à penser à ci, Mm. à ça, à truc, à machin, ça fait blablabla, blablabla, blablabla. Puis on a pour respirer, ça fait blablabla. Ouais, Il va pas se passer grand-chose, hein. Ça c'est évident. ouais, j'ai une ou deux séances, il s'est rien passé parce que j'étais dans. Bah c'est ça quoi. Quand on est là, Ouais, si on je suis est... en retard sur tel et tel projet, et bah, je pense juste au projet, je Mhm, respire, mais. mhm. C'est ça quoi. Donc là, Bon, ça ça... donne des solutions, mais je veux dire, ça a rien de spirituel, quoi.
c'est ça. Alors oui, ça peut. Souvent, ça va quand même amener de Ah l'éclaircissement. oui, bien sûr, Tout à coup, ça va oui. éclaircir, ça va donner des nouvelles Mm, idées, ça va. Mais on passe plus à côté du truc. En fait, ça nous enseigne. C'est pour ça que toute l'approche méditative est très complémentaire à l'approche de la respiration. Le fait d'être présent et de ressentir est autant nécessaire que le fait de respirer, même plus. mm, Parce qu'en réalité, si on est complètement présent à ce qui se passe, il n'y a même pas besoin de respirer. La respiration, elle est juste, c'est juste l'accélérateur sur la pédale. C'est juste pour intensifier le ressenti. Mais si on est complètement présent et ben, en fait, l'accélérateur, il se passe tout seul. Il va tout mm. seul. Mais ça demande beaucoup plus de concentration. C'est aussi pour ça que j'ai pas beaucoup travaillé à l'époque avec la pratique de Marie-Madeleine seule, avec des gens. Avec moi, pour moi, j'adorais ça. Mais avec des gens, c'est pas évident parce que ça demande beaucoup de concentration. Donc, euh, s'il n'y a pas cette concentration, on va vite flotter un peu. Puis là, ça sert à rien, quoi. Donc là, l'apport des deux, c'est génial. Parce qu'avec la méta, on peut être très précis sur ce qui se passe en soi, là où c'est, comment c'est, qu'est-ce qui fait mal, quelle énergie il y a, quelle émotion il y a, quel schéma de pensée il y a, quelle déviance en nous il y a. On va vraiment comprendre le truc. Puis après, avec la respiration, on va intensifier pour ouvrir cet espace jusqu'à qu'on puisse le libérer. Donc les deux fonctionnent vraiment Mm. bien de pair. J'ai même testé tout à l'heure en fin de respire. Donc dans cet état, on est complètement ouvert. Et ben j'ai fait un travail en méta. Je me disais, Ok. mais d'où vient mon impatience? Donc je l'ai vraiment visualisé, j'ai une forme et tout ça avec laquelle j'ai pu dialoguer, rentrer Mhm, en mhm, connexion. Et en fait, derrière cette impatience, il y avait la peur de la mort, mais mhm, juste dans le sens où le lendemain, demain peut tout s'arrêter. C'est pas une mort physique, mais une mort. Et derrière ça, donc je suis allée encore plus loin. Puis, comme tout était ouvert, ça allait très vite, ça s'est mhm, changé tout seul. Et en fait, mhm. c'était l'enthousiasme qu'il y avait derrière. Ok, excellent. Et ah, ça c'est une bonne clé. C'est Mhm, une bonne clé. mhm. Excellent, Ce qui se excellent. manifeste en impatience chez moi, en fait, c'est juste c'est un hyper enthousiasme. Et on y va, on le fait, on le fait, on le fait. Et qui est Ouais, devenu une souffrance. c'est ça, Mm, c'est ça. Ouais, c'est magnifique ce que tu dis, parce qu'en fait, tous les états intérieurs douloureux sont en fait une qualité vivante qui, euh, qui est retenue ou qui est distordue ou mm, qui n'est pas accueillie ou dont on a peur ou qui s'est figée. Enfin, il y a toujours un truc lumineux et vivant et vibrant derrière. Et ça demande juste à oser aller dedans, aller voir en face ces états, les ressentir complètement, passer à travers et puis on retrouve ce qu'il y a derrière. mm. C'est génial. Hmm. Ouais. Et, et qu'est-ce qui se passe on peut dire que les gens, du coup, avec la respiration, sont amenés à un état de transe. Alors bien sûr, c'est une légère transe, voire une bonne transe, voire une transe très intense. tout, dé- tout dépend, voire rien. Des Mm, fois aussi, il mm, se passe rien. Euh, Chacun est maître de son voyage. Chacun est maître de ce mm. qui, ce qu'il veut vivre. Oui. Quand c'est On, trop, on peut faire descendre le niveau voilà, d'intensité. c'est ça. C'est qu'en fait, on régule nous-mêmes le niveau d'intensité par l'intensité de la respiration. Plus on va mettre d'intensité dans la respiration, plus ça va partir fort. Au contraire, si on respire plus doux, plus tranquille, ça redescend. Mm, Donc, euh, donc chacun est maître de son truc. Maintenant, forcément que c'est à double tranchant parce que on a l'habitude de contrôler ce qui se passe en nous. On a l'habitude de mettre un frein et que notre mental il contrôle et il laisse pas, il se laisse pas aller dans des choses qu'il connaît pas. Il se laisse pas aller dans l'inconnu. mm. Alors, bah, c'est justement ce qui nous retient dans des espaces Limité. désagréables, Mm, limités, c'est ça quoi. Et que là, la force, c'est que si on ose continuer à respirer, à laisser ces énergies agir, à laisser les choses s'ouvrir, ça peut nous prendre plus loin que ce qu'on a l'habitude.
Et c'est vraiment le fait de d'oser se laisser emporter par ces énergies. Je pense qu'il y a vraiment un truc à se rappeler, c'est que ces énergies qu'on respire, enfin cet oxygène qu'on respire, il est plein de ce que les orientaux appellent le prana. Et le prana qui est de l'énergie de vie. Donc c'est de l'énergie de vie. Et de l'énergie de vie, c'est de l'énergie consciente. De l'énergie consciente, c'est de l'énergie spirituelle. En fait, c'est l'esprit qu'on respire tout le temps de notre vie, c'est l'esprit qu'on respire. Mais on l'oublie, on ne le sait plus, on est complètement déconnecté de ça. On n'a plus la conscience. On n'a plus la conscience de ça, complètement. Et là, tout d'un coup, on va intensifier cette respiration. Donc, on va intensifier ces énergies. Donc, on peut, si on le souhaite, si on en est capable, on peut s'abandonner à ces énergies. Et que ces énergies deviennent plus fortes que nous, plus fortes que notre mental contrôlant et résistant et qui veut rester dans son connu. Si on le veut, on peut rester là-dedans, hein, mais si on a envie de dépasser ça, on peut le faire. Et, et c'est là que ça devient magique, forcément. C'est là que ça devient génial. C'est quand on ose aller à fond dedans, en s'abandonnant complètement à ces énergies qui, justement, sont complètement intelligentes. Elles sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus intelligentes que nous. Donc, elles vont exactement là où il faut. Elles vont réveiller à l'intérieur du corps ce qu'il faut. Et nous, tout ce qu'on a besoin, c'est de rester présent, de rester à l'écoute, de rester dans ce qui se passe, de laisser les choses se passer, de ne pas les refouler, de ne pas les renfermer. Il peut y avoir Ça... des mouvements du corps, des cris. Alors bien sûr, il peut y avoir plein de mouvements, plein de cris, Ou plein rien de... du tout, là, l'état extatique. Exactement. Un truc qu'il faut bien comprendre, qui est vraiment dans toute notre vie, c'est que par rapport à ce qu'on vit à l'intérieur, il y a un peu deux mouvements. Soit on l'accepte, soit on l'accueille, soit on le refuse et on le refoule. Donc, en général, dans notre quotidien où ça va, bah, ça va, tout va bien. Mais souvent, dès qu'on ressent des trucs, des tristesses, ou des angoisses, ou des peurs, ou des colères, tous ces états qu'on n'aime pas, que personne n'aime, hein. Mais on ressent ça, puis on se dit, ah non, non, je me sens mal là. Alors soit on reste dans le truc, Et puis de toute manière. ouais, exactement. Soit on dit, ah non, 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 je veux pas ressentir ça, puis on le refoule au fond. Ou alors on va regarder un film. Voilà, exactement. Ou bien on va se distraire par 36 000 moyens, ou bien dans les addictions, mais on va fumer, on va boire, on va... Il y a 36 000 manières de ne pas ressentir. Et puis, et ben là, tout le truc, c'est... manger alors, complètement. Voilà. Alors, c'est le grand classique, ça, bien sûr. Du sucre. Bien sûr. Et donc, il y a tous ces moyens, on va s'enfuir, on va fuir ce qu'on ressent, ou on va lutter contre ce qu'on ressent en se tendant, en se crispant, en se durcissant, en respirant de plus en plus petit, plus en plus haut pour plus ressentir, puis on est de plus en plus mal quoi dans notre vie, puis on veut pas ressentir tout ça. Bah là on va apprendre à faire l'inverse. On va apprendre à faire le contraire, on va apprendre à dire c'est ok de ressentir. Tout va bien, on a le droit de se sentir mal. Il y a rien de mal à se sentir mal parce qu'en plus, si on se sent mal, c'est que l'univers est en train de nous donner un message. Il est en train de nous enseigner quelque chose. Il est en train de nous montrer quelque chose. L'autre jour, je faisais une respiration et tout d'un coup, j'avais cette vision, compréhension que là, j'avais mal quelque part. J'ai l'impression que c'était Dieu directement qui m'appuyait dessus, puis que c'est lui qui me faisait mal, puis qui me montrait, regarde, là, il y a un truc qui va pas. Et intérieurement, je me marrais, j'étais là. On fait que de fuir ce qu'on a mal, mais en fait, c'est Dieu qui est là en train de nous montrer du doigt les trucs qui vont pas. Puis nous, on se barre en courant. On fuit, on résiste, on lutte, on fait tout ce qu'on peut pour pas sentir, alors que c'est juste, ça nous enseigne des choses. Ça nous apprend à être présent, à être dans le flux, à être dans l'acceptation, parce que bah justement, dans le travail, on va apprendre à ressentir tout ça, à faire face à tout ça, à ce qui est plus de jugement. Il n'y a plus rien de bien, il n'y a plus rien de mal, il n'y a que ce qui est là.
Il n'y a que des sensations physiques. Et il y a quelque chose d'important que tu soulèves, c'est faire face, c'est aussi prendre sa responsabilité et du coup Aussi, agir. aussi, Et plus subir exactement, et se cacher, mais ok, c'est là, ok, ça me fait exactement. souffrir, j'ai le droit de souffrir, mais maintenant je fais quoi? Ouais, c'est exactement ça. Je deviens responsable de ce que je ressens. Et il n'y a aucune culpabilité. Donc par rapport à tout ce qu'on vit, tout ce qu'on on se fait mal soi-même. Mais il y a aucune culpabilité parce que de toute façon on est là pour apprendre. On est tous à Mhm. l'école de la vie, on est là pour apprendre. Donc, par contre, comme tu dis, c'est ça, c'est être responsable par rapport à ce qu'on sent, et dire, ok, bah là je sens que j'ai mal, qu'est-ce que c'est? Et je vais accueillir ça, je vais ressentir ça, je vais respirer dedans, je vais voir ce que c'est. Et puis du coup, on peut comprendre l'enseignement, on peut Mhm. comprendre le truc, on peut aller accueillir cette partie de soi qui a mal. Encore une fois, ce qui a mal, c'est juste des parties de nous qui ont mal. Et Oui. puis elles ont mal parce que elles ont vécu un truc traumatisant, parce que soi-même on se traumatise, parce qu'on se dit je suis pas assez bien, je suis pas à la Mhm. hauteur, je vaux pas la peine. Enfin, tous ces croyances, on s'annihile soi-même, c'est soi-même qui se faisant du mal. Ou bien justement les mille et un traumas de la vie, c'est sûr, dans ce monde de brut, eh ben on en reçoit plein la gueule, ça c'est Faut rester normal, hein. jeune, rester performant. Oui, en plus, tous les conditionnements de On a notre tout ce qu'il faut pour être culture. heureux, donc on n'a pas le droit d'être triste. Exactement, Oui. exactement. Et ben là, on apprend l'inverse. On apprend qu'on a le droit de ressentir ce qu'on ressent, quoi que ce soit, parce que c'est la réalité qui est là. Et en fait, si on lutte contre la réalité, de toute façon, on est perdant. De toute façon, on va pas y arriver, ça va pas marcher. Donc, on accepte la réalité qui est là. On accepte de la ressentir. Et la magie du truc, c'est que quand on accepte de ressentir quelque chose qui est douloureux, eh ben, ça switch et c'est plus douloureux. Ça peut devenir intense, ça peut nous prendre complètement, ça peut nous faire vibrer de partout, ça peut nous faire trembler, ça peut nous faire pleurer, ça peut nous faire hurler, mais c'est plus douloureux. Oui. On est dans l'énergie de la chose. On Mais plonge et on l'explore. c'est ça, exactement. Mais ça demande ce switch d'accepter de ressentir cela. Et c'est ce qu'on n'a pas l'habitude de faire, et c'est ce qu'on doit apprendre à faire. Hmm. Bon, bah pour une première vidéo, c'est ok. Bah merci. Eh ben avec plaisir. Merci à toi.